Reconnue comme étant une destination balnéaire de plus en plus prisée du fait de ses magnifiques plages et son calme presque envoûtant, Jacquesville, à l'instar de quelques cités du littoral, détient des secrets de plusieurs siècles. Secrets que gardent jalousement des bâtisses, 5 au total, du côté de la mer, datant de la période coloniale. Tout ce que vous allez voir tout au long que nous allons voir ont été créés des mains des fils de ce village. Moi, je les appelle maisons ancestrales. Ces bâtiments, pour certains décoiffés et totalement en ruine, affichent grise mine. Des murs marqués par les vents et pluies d'une autre époque laissent à ses visiteurs un sentiment de quasi-rejet. Des escaliers verdoyants de moisissures qui mènent aux entrées principales invitent presque à rebrousser chemin. Et pourtant, l'on est tout captivé par ces domaines remplis des secrets de ces illustres bâtisseurs et propriétaires. L'on est attiré par curiosité, dirait-on naturellement, à nous poser 1001 questions sur cette architecture d'un passé pas très lointain. Ça, c'est la maison de mon grand-père. Bongo Akadié, il est né dans les années 1860. Et cette maison ancestrale, ce n'est pas une maison coloniale, c'est une maison ancestrale, bâtie par la main de mon grand-père Bongo Akadié dans les années 1915. Et celui-là, il était un bijoutier. Et au moment où les voiliers venaient d'Europe et tout ça, il avait des gens qui ramaient, qui allaient au large, qui achetaient les produits européens, la boisson, le fusil, un peu de tout. Délaissées et livrées aux intempéries capricieuses de cette région du pays, certaines maisons coloniales de Jacquesville se maintiennent malgré le temps. C'est le cas du maquis Papa John, bâtiment portant le nom de son bâtisseur, un lieu connu et fréquenté de tous les Jacquesvillois. À 100 mètres de là, une autre bâtisse se présente fièrement à nous. Déserte et délabrée, cette maison est tout de même la preuve de l'ingéniosité et de la grande habileté des peuples originaires de Jacquesville qui se trouvent être des bâtisseurs de génie à l'époque. Ces habitations de type R+1 ont été construites à partir de pierre, d'argile, mais surtout sans fer. Ça a été extrait à Dabou. Les gens allaient en pirogue et ils prenaient ça, ils venaient et ils construisaient. Voilà, ça, et or ici, à ce moment-là, ils faisaient la terre cuite. S'il y avait encore le fer à béton là-dedans, depuis c'était déjà explosé. Et puis c'était du bon bois. Ils n'avaient pas le produit pour traiter le bois. Le bois était naturel. Moi j'en ai utilisé un peu. J'ai fait raboter par un menuisier et j'ai pris pour faire une fenêtre de ma maison. Avec une voix fière, le chef de la famille du clan Bombro nous explique les passages d'éminentes personnalités de la vie politique ivoirienne. Parmi elles, le président Félix Houphouët-Boigny. Le président Houphouët a dormi ici aux années 48. Il a été reçu ici. Après le congrès du RDA au Mali, là, quand ils se sont déportés à Abidjan, ils sont venus vers la plage. Ils sont venus avec Wozin Koulibaly et tout cela ici. Madame Wozin même est venue ici. Un autre bâtiment ancien attire notre attention. Contrairement aux deux premiers, celui-ci se trouve au cœur d'une cour familiale. Le bâtiment servait quand même un lieu où le chef Bogu Yesu Augustin recevait quand même les colons qui venaient, qui faisaient leur escale. Il logeait même d'autres dans ce bâtiment. Et comme il était aussi quelqu'un qui avait une vue du village, du littoral, il avait certaine amitié avec ses colons. Quoiqu'ayant les mêmes caractéristiques, ce bâtiment est plus proche de la destruction que les deux autres. En voyant ce bâtiment au milieu de l'habitation familiale, il y a beaucoup d'inquiétudes. Il était question de détruire la maison et pour rebâtir une autre maison à la place. Les raisons, c'était pour des problèmes de sécurité. Si nous voulons vraiment garder cet état-là pour refaire, ça va coûter beaucoup d'argent. Parce que les vieux bâtiments, la réfection coûte beaucoup plus que... Ouais. Ce projet de destruction n'est pas récent, puisque la première tentative s'était faite à la dynamite et avait échoué. Ailleurs, il est plutôt question de la rénovation et de la mise en valeur de ces biens séculaires. Cette bâtisse, nommée la Jacquesvilloise de forme rectangulaire, date du XVIIIe siècle.
Elle est habitable encore aujourd'hui grâce à une rénovation dans les années 2000. Ça a servi de lieu de commerce. D'abord, il y a eu les Portugais, et puis après les Anglais, les Français sont venus en dernier lieu. Cette maison a été restaurée, sinon c'était délabré. Tous ces piliers que vous voyez, c'est des bois qui sont venus de Guiglo. C'est un groupe de jeunes Français des écoles professionnelles qui sont venus par l'intermédiaire d'un de nos neveux, qui ont restauré, qui ont refait le toit, les piliers et tout. À quelques mètres de la Jacquevilloise, un autre bâtiment du clan des Boni se trouve dans un état de délabrement avancé. Avant, on avait la famille ici. La grande cour que vous voyez là-bas, elle se trouvait là, faisait face à la mer, face à ce bâtiment. Et les maisons d'habitation étaient à côté. Quand nous, le matin, on se réveillait, on était juste en face de la maison. On était tout petit encore. Et tout ce qui appartenait à la famille était ici, en dessous, là, au rez-de-chaussée. C'est là qu'il y avait tout. Par manque de suivi, les trucs ont disparu. Beaucoup de choses que les gens ont volées. Certains chefs de famille ont eu la chance de vivre leur enfance dans ces bâtisses. Nous, on jouait, on venait à côté, on essayait d'ouvrir, mais on n'arrivait pas. Voilà, ne connaissant pas la valeur aussi. Même si d'autres n'ont pas eu cette possibilité, tous ont le même objectif. Rénover et sauver ces bâtisses qui font partie de l'histoire de la cité des Cocos. J'avais sollicité l'UNESCO dans le temps, qui viennent voir s'ils pouvaient renouveler ça et puis mettre dans le patrimoine de l'État. Il faudrait qu'on trouve les moyens, des organisations, des ONG qui nous fassent des propositions pour qu'ils nous aident. Bon, c'est tout ça là qui nous amène quand même à voir que, bon, autant balayer puis voir ce qu'on peut faire. Le génie des bâtisseurs de ces habitations font la fierté de leurs descendants, lesquels ont enterré et fait demeurer à jamais leur père au sein de leurs propriétés qui sont sans doute aucun à l'origine de la civilisation et de l'histoire de Jacquesville. Double détentrice du titre 1981-1985, la Côte d'Ivoire doit encore patienter avant de décrocher une troisième étoile continentale. Les éléphants basketteurs se sont inclinés en finale de l'Afro-Basket face à la Tunisie, championne d'Afrique en titre. Les nombreuses pertes de balles ivoiriennes et un Michael Hall très adroit permettent à la Tunisie de mener 47-34 à la mi-temps. Après la pause, les éléphants se réveillent et remportent le troisième carton 25-18. En fin de quatrième quart-temps, la Côte d'Ivoire revient à 3 longueurs de la Tunisie grâce à un exceptionnel panier à 3 points de Souleymane Diabaté. Meilleur marqueur côté ivoirien avec 20 points, 3 rebonds. La vaillante sélection ivoirienne, après un beau parcours, s'incline finalement 75-78 et doit se contenter de la médaille d'argent comme en 2009. La génération Salah Mejri, 22 points, 6 rebonds, remporte le troisième Afro-Basket masculin de l'histoire de la Tunisie, après ceux de 2011 et 2017. Des Guinéens exultent après le coup d'État contre le président Alpha Condé. Bon, on est là, on se manifeste de la joie parce qu'on était là, on a beaucoup souffert. Avec le temps, bon, Dieu nous a montré quelqu'un qui est plus puissant que lui. Avant tout, c'est la patience. On s'est patienté. Plus tôt dans la journée, des tirs d'armes automatiques ont été entendus dans la capitale guinéenne. Des officiers des forces spéciales menées par Mamadi Doumbouya ont arrêté le président Alpha Condé et dissous le gouvernement. Nous avons décidé ainsi, après avoir pris le président qui est actuellement avec nous, de la République, nous avons décidé de dissoudre la Constitution en vigueur, de dissoudre les institutions. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement et la fermeture des frontières terrestres. Le pays est depuis des mois en proie à une profonde crise politique et économique aggravée par un troisième mandat du président Alpha Condé. La personnalisation de la politique, de la vie politique est terminée. Nous n'allons plus confier la politique à un homme. Nous allons confier au peuple. Nous venons uniquement pour ça, qui est le devoir d'un soldat, de sauver le pays. La seule chose qui nous anime, c'est ça. Nous allons mettre en place un système qui n'existe pas. Et ce système, il faut qu'on le fasse tous ensemble.
Dans une vidéo publiée par les putschistes, le président Alpha Condé refuse de dire si on le maltraite. La communauté internationale, quant à elle, a condamné le coup d'État.